Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau Maître Abdoulaye Tine. Il est avocat au barreau de Paris et professeur associé au CERIS. Bonjour et bienvenue, Maître Tine. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Oui, alors très rapidement, Maître Abdoulaye Tine, vous êtes docteur en droit international et auteur d'un article sur la stratégie antiterroriste du Conseil de sécurité de l'ONU, avocat au barreau de Paris. Vous êtes également professeur associé au CERIS, Centre d'études et de recherche internationale et stratégique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Également, vous êtes le leader du parti Union sociale libérale. Est-ce suffisant pour vous introduire? Oui, je pense que l'essentiel a été dit, effectivement, et que ça résume un peu le personnage. Oui. Justin Trudeau, après son passage à Dakar, laisse derrière lui un tollé autour de l'homosexualité. La réponse du président Macky Sall sur le sujet vous convainc-t-elle? Écoutez, la réponse du président Macky Sall rejoint un peu la position dominante dans la société sénégalaise. Au Sénégal ici, effectivement, nous avons des valeurs sur le plan social, sur le plan religieux, qui font qu'effectivement, on ne peut pas comme ça, aucune société étrangère ne peut venir nous imposer des valeurs. Oui. Sauf que chaque fois que le chef de l'État répond, aussi bien à Obama ou à un autre chef de l'État, il y a une sorte de polémique. Même quand le président y répond, son malaise est perceptible. Il est perceptible pour une bonne et une simple raison, que le droit sénégalais est dans une situation de flou juridique d'une certaine manière. Vous savez, nulle part dans le code pénal sénégalais, vous ne verrez incriminer l'homosexualité en tant qu'incrimination. Les juges, pour réprimer, font recourir à un article du code pénal qui réprime les actes contre nature. Ce n'est pas seulement entre personnes de même sexe, ça peut être par exemple d'autres actes tels que des actes avec des animaux ou autres. Donc c'est pour vous montrer effectivement que ce n'est pas la définition précise. Ça c'est le premier point qui donc laisse la confusion d'une certaine manière. Mais là aussi où il y a une porte qui est ouverte, qui permet à tous les leaders de venir parler au Sénégal, c'est parce que tout simplement le Sénégal quelque part est en porte-à-faux avec ses engagements internationaux. Je vous explique. Oui. Le Sénégal a signé un certain nombre de conventions sur le plan international qui interdisent toute forme de discrimination raciale ou fondée sur l'orientation sexuelle. Là où d'autres États ont été réservataires, c'est-à-dire ils ont signé les mêmes instruments en disant que sur cette disposition, je ne peux pas donc la signer parce que ça ne convient pas, ça ne correspond pas aux croyances dominantes dans ma société. Le Sénégal a ratifié le traité de manière intégrale. Ce qui veut dire que quand le code pénal réprime effectivement ces actes, il contrevient effectivement à ses engagements et c'est là où effectivement le Sénégal doit clarifier sur le plan juridique sa position. Donc il y a un clair-obscur. Il y a un clair-obscur qui fait que n'importe quel chef d'État, effectivement, qui va venir, les organisations de défense des droits de l'homme tout court ou d'autres, vont dire que le Sénégal est en contradiction avec ses engagements. Il va falloir que le Sénégal soit un peu plus courageux, un peu plus clair, en peut-être essayant de revoir ses dispositions sur le plan international et peut-être à formuler des réserves parce que tout simplement aujourd'hui, voici la croyance dominante ici au Sénégal et qui est conforme effectivement à nos croyances religieuses aussi dominantes. Oui, on en arrive à ma question. Si l'État du Sénégal était catégorique, pensez-vous que les Occidentaux allaient récidiver après Obama? Non, il ne s'agit pas d'être catégorique ou pas. De toutes les façons, il y a encore une fois aucune culture qui est supérieure à l'autre. Aujourd'hui, de la même manière que des gens peuvent venir effectivement vous dire, écoutez, pourquoi vous ne dépénalisez pas telle situation, vous pouvez effectivement voir, par exemple, je vous donne un exemple, il va de soi que demain, même si Macky Sall allait en France en visite et qu'il rencontre, j'imagine, les immigrés,
et que ces immigrés demandent au président Macky Sall de demander à son homologue donc Emmanuel Macron, de faire de sorte qu'on abolisse le délit de bigamie, et parce que tout simplement il y a beaucoup de Sénégalais qui sont là-bas et qui sont en situation de polygamie et qu'ils ne peuvent faire reconnaître qu'une seule femme. On va leur dire non, la société elle est structurée comme ça. Donc aussi là, aujourd'hui peut-être ça va changer, je ne sais pas, on n'est pas dans le secret des dieux, mais pour l'instant effectivement la croyance, la position dominante au Sénégal qui est conforme encore une fois à nos dogmes religieux et à nos valeurs traditionnelles, et qu'on ne peut pas autoriser un mariage entre personnes de même sexe. Ça c'est la position officielle, et je pense effectivement que le droit n'a de sens, de signification que lorsque le droit est le miroir des souhaits et de la volonté générale, de la volonté populaire tout court. Oui, restons dans le cercle des officiels. Démarrage du train express régional en avril. L'ambassadeur de la France, Philippe Lalliot, met les pieds dans le plat pour contredire les autorités sénégalaises. Alors, au lieu de démissionner, est-ce que le ministre des Transports devrait déverser sa bile sur cet ambassadeur? Écoutez, moi j'ai du mal un peu à comprendre la réaction du Sénégal vis-à-vis de cela. Parce que d'abord, l'ambassadeur s'est prononcé à juste titre. Je ne cherche pas, encore une fois, à défendre ou à être l'avocat de l'ambassadeur de France. J'analyse objectivement les faits en tant qu'un spécialiste des relations internationales tout court. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le train donc n'est pas encore opérationnel, et contrairement effectivement à la propagande dominante que le Sénégal véhicule à travers ses institutions officielles pour faire croire que au mois d'avril. Je vous explique. Pour s'en convaincre tout simplement que le train n'est pas opérationnel, tous les jours, à travers vos journaux, vous relatez des faits où on a des populations de Thiaroye, de Mbao, de Diamaguène, des localités que va traverser le train et qui ne sont pas encore dotées de passerelles. Je ne parle même pas maintenant de l'électricité haute voltage qui va être déployée sur le chemin, et encore moins des tests de fiabilité qui devront être faits. L'ambassadeur, donc, je disais qu'il s'est prononcé à juste titre, parce que Alstom, c'est une société donc d'État française, et il va de soi que s'il est le représentant au Sénégal, il est une double mission de représentation et de négoce, c'est-à-dire il veille aussi aux intérêts de ces multinationales, et lorsqu'il voit une situation effectivement qui peut demain entraîner la responsabilité de l'État français, il va de soi qu'il est de son devoir même de se désolidariser. Par contre, on peut s'interroger, est-ce que c'était approprié de le faire connaître, cette position officielle? Est-ce que c'est conforme aux principes diplomatiques de le faire connaître à travers les médias? Je ne le crois pas. J'aurais souhaité peut-être par courtoisie qu'il communique cette position à nos autorités officielles en attirant leur attention bien sûr sur la nécessité de faire des tests de fiabilité. Même en France, déjà le train, ils l'ont dit, ils n'ont pas encore cette en tout cas technologie qui va opérer au niveau du train qui est vendu. Ils l'ont vendu à l'étranger à des pays comme le Danemark, donc il va de soi que ça va nécessiter beaucoup de tests de fiabilité sur la ligne avant de mettre des vies, des milliers et des milliers de personnes. Donc pour résumer, je pense que nous devons méditer sur les négligences que nous avons eues dans le Diola, qui ont conduit à cette catastrophe donc incroyable, qui a valu la vie à plus de 2000 personnes. Et vous rejoignez dans le fond du discours le Front National. Combien d'immigrés sont en France? Et si vous dégagez la France et que la France dégage les immigrés et qu'un immigré nourrit au moins 10 Sénégalais, donc voilà, on n'en termine pas, vous voyez. Donc ça ne nous mènera nulle part. D'autant plus qu'aujourd'hui, les règles du commerce international, comme je disais, si ce n'est pas les Français, ce sera les Chinois, les Indiens ou d'autres. Moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, qu'on puisse savoir que ce qui permet à la France d'être là, ce sont des accords. Il faut les renégocier, peut-être, les rééquilibrer pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, les mêmes accords qui ont permis à Auchan de s'installer ici, ce sont les mêmes accords, effectivement, qui m'ont permis, moi, d'être avocat au barreau de Paris sans prendre la nationalité française. Et ce sont les mêmes accords qui donnent le droit, en tout cas la possibilité légale, que vous soyez journaliste, médecin ou autre, de pouvoir aller exercer en France
sous réserve des conditions de compétence. Je parle aussi sur le plan, ne serait-ce qu'un ouvrier ou un cultivateur qui est là. Il peut effectivement aller, comme les Chinois, ils viennent, ils ne parlent même pas français. Ils vous demandent de créer un fonds de commerce pour eux ou une société, et ils commencent à travailler. Sauf que ces virtualités, ces possibilités, déjà, le Sénégal ne donne pas, il n'informe même pas ses concitoyens ou ses sociétés nationales. On ne cherche pas à aller à la conquête du monde. Ce que je voudrais, c'est qu'on ait une diplomatie économique de la même manière que... est-ce qu'une société sénégalaise qui ne peut même pas gagner un gros marché dans notre pays peut aller soumissionner en France? Il peut, tout dépend des critères, parce que c'est ouvert. C'est ouvert, normalement, c'est des critères qui sont des critères d'appel d'offres, mais en tout cas, il a la possibilité, encore une fois, d'exister légalement et de mener toutes les activités au même titre que les autres. Que ce soit sur le plan fiscal, il y a des accords qui règlent la question, effectivement, de la coopération fiscale. Sur le plan administratif, ça existe. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, cette possibilité reste théorique. On ne voit que les entreprises françaises qui viennent, mais on ne voit jamais. Par contre, nous avons des choses que nous pouvons vendre. Et je vous donne un exemple, pour vous donner une illustration, pour vous dire que quand les gens y parlent, prenons Auchan. Encore une fois, je ne défends pas. Je veux que les gens soient dans une réflexion pragmatique, utilitaire. Quand vous venez, par exemple, dans un magasin Auchan, un magasin Auchan, il y a au moins 10 personnes d'habitude qui y travaillent. D'accord? Mais ces gens qui ont trouvé l'emploi grâce à Auchan, mais c'est des Sénégalais. On est bien d'accord. Quand vous achetez chez Auchan, mais vous payez la TVA. Vous payez la TVA parce que vous avez un ticket de caisse. Cette TVA, elle est reversée dans les 90 jours qui suivent à l'État. Et Auchan, à la fin, va payer au moins 33% de son chiffre d'affaires, donc d'impôt sur les sociétés. Finalement, on peut estimer que Auchan, quand vous achetez quelque chose, in fine, près de 45 à 50% de ce que vous avez léché à Auchan va retourner. Alors que ça, avant, c'était dans le secteur tertiaire, dans le secteur informel d'une certaine manière. Et donc, ils payent l'impôt, mais tout ça, c'est des sources de revenus pour l'État. Je ne parle pas des manutentionnaires, des camions et toute la chaîne en amont. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'on soit dans une vision stratégique, c'est-à-dire toutes ces compagnies qui sont venues, que ce soit chinoises, belges ou autres, et qu'on soit dans une position d'ouverture. Moi, je suis éminemment internationaliste dans l'âme d'une certaine manière. Il faut qu'on prenne tout cela et qu'on essaye de voir comment on peut les mobiliser et les mettre au service du développement du pays. Oui, comme on parle économie, pour ne rien arranger, la monnaie éco qui circulera en juin continue de susciter des réactions épidermiques chez les hostiles à la France-Afrique. Ma question, pouvez-vous certifier que la monnaie éco met en exergue une souveraineté? Écoutez, moi personnellement, je ne peux rien vous certifier parce que je ne suis pas chef d'État. Par contre, je peux vous donner mon avis d'expert. Moi, ma conviction aujourd'hui est qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de développement sans souveraineté économique. Et pour parachever, nous, notre indépendance, nous avons eu notre indépendance écopolitique en 1960, il faut acquérir l'indépendance économique. Je suis d'accord, lorsque ces mêmes mouvements, ils se mobilisent effectivement pour qu'on réforme les conditions du CFA ou qu'on sorte du CFA. C'est vrai, aujourd'hui, on est assez quand même adulte pour pouvoir gérer notre propre monnaie et définir notre politique économique. Par contre, là où j'ai mis des réserves, c'est qu'effectivement, quand vous prenez par exemple, parce que le schéma, il n'est pas rompu. Ce qui s'est passé, c'est que les États de la zone CFA, de l'UMOA, qui ont déjà les mêmes instruments, les mêmes harmonisations, ils doivent faire une monnaie unique. Malencontreusement, ils ont pris le nom éco, alors que ça c'était réservé effectivement à la monnaie ultime, et du coup c'est comme s'ils cherchaient à leur couper l'herbe sous les pieds et tout ça. Mais quoi qu'il en soit, comme je disais, il faut que les peuples restent mobilisés de sorte qu'on puisse arriver au grand éco, qui était le schéma panafricain qui était là. C'est quoi le grand éco? Le grand éco, c'est l'éco réfléchi depuis 20 ans, l'éco tel que envisagé par la CEDEAO, qui devait être une monnaie unique
Et cette monnaie unique, effectivement, comprendrait le Ghana, le Nigeria. La seule question qui se pose, effectivement, c'est est-ce que le Nigeria est prêt à renoncer à sa propre monnaie, sachant que quand même, ils ont plus de 150 millions d'habitants. Le Ghana, le Kenya, et tout ça, tous ces États-là, quand même, plutôt le Ghana et tous ces pays-là, il va falloir effectivement trouver un compromis. Finalement, ce qui est en train de nous, en tout cas, pousser vers l'échec, c'est que le combat est devenu un combat entre francophones et anglophones d'une certaine manière, et on s'est détourné de l'essentiel, c'est qu'on est africain avant d'être francophone ou d'être anglophone, et il va falloir se ressaisir, comme je disais, pour construire ce grand écho, ce que j'appelle le grand écho, c'est-à-dire l'écho tel qu'il était conçu dans les années 70 dans notre schéma de politique économique. Et le Nigeria qui demande un autre délai au-delà de juin. Mais écoutez, moi, ça par contre, je peux vous le certifier sur ce plateau, au mois de juin, vous ne tiendrez pas entre vos mains une monnaie qui s'appelle ECO. Ça va prendre un processus. Oui. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, une monnaie, ça ne se décrète pas. Une monnaie, c'est tout un processus. C'est des schémas. Ne serait-ce que pour vous, il va falloir changer tous vos machines, les convertisseurs, les caisses, les distributeurs des banques. Il faut tout paramétrer. Là, quand même, on est au mois de février, bientôt au mois de mars. Il va de soi que ça, ce n'est pas possible. Regardez, déjà, même en Europe, il a fallu effectivement passer donc plusieurs étapes pour arriver à l'euro. L'euro, quasiment, c'est un processus qui aura duré plus de 15, voire 20 ans de construction pour arriver à ce consensus. Donc ça ne se décrète pas, c'est dynamique. On va devoir y aller étape par étape. Moi, je pense effectivement que le président Ouattara, je ne sais pas s'il voulait faire plaisir à son hôte Macron et tout ça, mais et Macky Sall, ils sont tombés effectivement dans les travers de la communication politique, et je ne pense pas qu'effectivement qu'il était même vraiment opportun de faire de telles annonces. Quelle serait la période adéquate, à votre avis? Moi, à mon avis, il faudra minimum 3 ans. Minimum 3 ans pour qu'on puisse quand même préparer toutes nos économies et arriver effectivement à cette monnaie. Ce qui est bien par contre, pour l'instant, ce sont sur les accords en tout cas qui ont été signés au mois de décembre, c'est que désormais la France va quitter les organes, parce que la France n'avait rien à faire dans nos organes donc monétaires, donc parce qu'on doit définir de manière libre notre politique économique. Ce qui est bien aussi, et qui parachève aussi un peu notre sorte de décolonisation monétaire, et donc on n'est plus obligé d'avoir un compte d'opération au niveau de la France, donc au niveau du trésor public français, parce que je ne sais pas si nos chefs d'État étaient conscients de ce qu'est un compte d'opération. Un compte d'opération, c'est un peu votre compte bancaire. Ça permet de retracer avec qui vous commercez, vous achetez chez qui, et c'est qui vous paye. Donc, vous voyez, lorsque vous les donnez à l'étranger, tout le nombre d'informations que les gens récoltent en temps réel, alors que la même puissance a des intérêts, et il a des multinationales qui sont en concurrence. Donc effectivement, je pense effectivement que ça c'est des avancées. Maintenant, il va falloir effectivement y aller étape par étape. Dernier point, il y a un autre débat qui s'est incrusté, c'est est-ce que cette monnaie va être une monnaie flottante ou est-ce qu'elle va être une monnaie fixe? Jusque-là, les Sénégalais quand même étaient habitués à une monnaie fixe. On n'a pas une monnaie qui monte, qui descend. On a connu la dévaluation, mais après c'est terminé. Alors, quand on a d'ailleurs fait l'annonce, il y a eu même une sorte de panique dans la tête des gens qui se voyaient tout de suite paniquer. Est-ce que je dois garder mon argent? Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis, au-delà de l'engagement idéologique, il faut qu'on puisse y partir avec un raisonnement pragmatique. Sinon, on peut se retrouver avec des problèmes. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, donc, va falloir réfléchir, en tout cas, beaucoup sur la nécessité. Est-ce que bon nombre de personnes disent qu'il nous faut une monnaie flottante, mais aujourd'hui, moi, je ne pense pas. Est-ce qu'on est assez solide pour avoir une monnaie flottante? Non seulement ça demande une solidité, mais quand les gens ils ont une monnaie qui flotte, souvent, la plupart du temps, les gens vous disent les États-Unis,
Mais les États-Unis, ils sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale et ils ont imposé le dollar. Le dollar est la monnaie internationale. Donc, sur le marché international, donnez-moi un exemple de matière première qui s'achète et qui se vend en CFA. Ça n'existe pas. Donc, les Chinois, ils vous disent, parce que les Chinois, ils commercent beaucoup, ils produisent beaucoup. Donc, effectivement, quand ils vendent, ils peuvent jouer sur leur monnaie. Quand ils reçoivent, effectivement, ils peuvent jouer. Ça, il y a un intérêt. Mais aujourd'hui, quel est l'intérêt qu'on aura à avoir une monnaie qui monte et qui baisse? Et qu'est-ce qu'on va vendre? Il n'y a rien qui se vend véritablement, qui se cote dans une bourse en monnaie CFA. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on tombe non plus dans le limitisme. Donc, vous proposez une monnaie fixe? Moi, en tout cas, au moins, qu'on ait un panier, en tout cas, qui est encadré. Maître Abdoulaye Tine, parlons de la gouvernance sous le magistère du président Macky Sall. Comment analysez-vous cette rupture de confiance entre État et monde du travail? À titre d'exemple, le Front social qui est en évolution et pour cause, l'État ne respecte pas les engagements qu'il a pris. Mais ça, je serais tenté de vous dire, tout ça, c'est du maquis. Vraiment maquis. Parce que moi, j'ai tendance à résumer l'alternance en deux mots. C'est une promesse non tenue, mais c'est un espoir déçu aussi. Parce que la promesse n'a pas été tenue pour tout ce qu'il avait annoncé aussi pour le monde du travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la déception, toute cette colère est en train de résonner. Il a même eu à signer des accords réalistes et réalisables avec les syndicats d'enseignement. Mais vous savez, la même chose se pose sur le plan international quand Macky est membre du traité de la CEDEAO. Il veut peser les camions parce que tout simplement, soi-disant, il y a une directive qui l'oblige, mais quand on rend une décision défavorable à l'État du Sénégal, que ce soit pour Karim Wade ou Khalifa Sall, il ne veut pas les appliquer en disant qu'il est souverain, que ce n'est pas obligatoire. Donc ça pose une problématique, c'est le rapport qu'ils ont par rapport à leur parole donnée, c'est-à-dire, comme on dit, le respect de la parole donnée. Et voilà, si on a un tel fonctionnement, il va de soi, on a tendance à le reproduire systématiquement partout en pensant que c'est quelque chose qui marche. Oui. Pour une personne qui devrait effectuer son dernier mandat, en principe, Macky Sall donne-t-il l'impression de vouloir partir en 2024? Moi, mon sentiment, je ne pense pas qu'il est dans les dispositions aujourd'hui de vouloir partir après son mandat. Pour s'en convaincre, aujourd'hui, il y a une sorte de sanctuarisation du mandat, du troisième mandat. C'est-à-dire? Chaque fois que, d'ailleurs, il est formellement interdit, sous peine d'être décapité, de parler de ce troisième mandat. Surtout tous les gens qu'il n'a plus qui ont cherché les prérogatives pour se alors présenter. que toutes ces personnes, quand ils parlent, ils ne font que répéter un article de la Constitution. C'est un article de la Constitution qui le dit, nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs. Nul. Ça veut dire toute personne. Si on suppose que Macky Sall est une personne, il ne peut pas faire plus de 2 mandats successifs. Et les gens vont vous dire, oui, peut-être il y a la rétroactivité et tout ça. Mandat de 5 ans non, et 7 ans. non, mais là, c'est même un faux débat. On aura l'occasion plus tard d'y revenir. Parce que d'abord, on dit le mandat est de 5 ans avant de notifier que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Oui, mais la dernière réforme, parce que, vous savez, comment on appelle encore, prohibition, cette limitation du mandat à 2 mandats successifs, ce n'est pas une invention de Macky Sall. Ça existait sous Wade. La seule chose que Macky a changé, et c'était le sens de notre engagement en 2012, c'est de réduire, de passer de 7 à 5 ans. En réalité, c'est la seule disposition qui bougeait. Donc, même à supposer qu'on soit dans une logique de non-rétroactivité, on ne peut pas le soulever pour une disposition qui n'a pas bougé. Donc, le débat il est définitivement pour Macky. En 2024, à l'expiration de son mandat, il n'aura autre possibilité que de quitter le pouvoir. Et s'il essaye de forcer le barrage? Malheureusement, il va devoir trouver le peuple en face. Sur le plan de la bonne gouvernance, est-ce acceptable qu'après un rapport produit par la Cour des comptes, le président Macky Sall propose une commission chargée du suivi de ces rapports en lieu et place de le transmettre au procureur de la République? C'est un non-sens juridique et un non-sens administratif. Parce qu'il ne peut pas y avoir plus indiqué que les corps d'État constitués qui ont été recrutés, formés pour ce travail,
il n'y a pas une autre commission qui peut avoir plus d'expertise. Lorsque eux, ils ont fini de travailler, ça veut dire que la mission est épuisée. Il n'y a plus rien. Sauf que c'est une manière de se donner du temps. Parce qu'il n'a pas pour l'instant le courage politique de transmettre ce qui doit être transmis au parquet. Justement, il disait à son arrivée au pouvoir que la CREI, c'est pour nos précédents et les corps de contrôle comme la Cour des comptes, l'OFNAC et autres, c'est pour nous. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais vu un membre de son clan être emprisonné ou bien être sous contrôle judiciaire après un rapport. Oui, mais là, ça rejoint ce que je vous disais, c'est aussi une promesse non tenue. Parce que il a battu campagne effectivement sur la thématique de la reddition des comptes. Et on a vu le seul cas où il y a une tentative de reddition du compte, ça s'est transformé en règlement de compte. Et malheureusement, ça n'a rien donné parce que c'était des décisions qui étaient inefficientes, parce que qui ab initio étaient viciées, qui ne pouvaient pas être exécutées. Au moins, ça a servi à éliminer des adversaires comme Karim Wade. Donc finalement, il a dévoyé, c'est une instrumentalisation effectivement. C'est-à-dire, finalement, tous ces arguments de bonne gouvernance sont devenus un outil au service de la consolidation de son hégémonie donc politique d'une certaine manière. Et il a lui-même dit, il a dit qu'il y a des gens qui étaient épinglés. J'ai mis ma main sur le dossier, le coude, voilà, exactement, pour voilà, ne pas transmettre le dossier. Ça veut dire qu'il a bloqué le dossier. Alors que finalement, la constatation, la conclusion, c'est que toutes les personnes qui mériteraient d'être poursuivies, traduites, ne sont pas traduites, et que lui, il décide de manière donc arbitraire qui va être traduit ou pas. Et finalement, donc, on est très loin de l'esprit des textes. Parce que n'oublions pas que ce n'est pas un monarque, Macky Sall. Il est un président élu avec des lois et règlements. Et chaque loi a un esprit. Chaque loi, chaque pouvoir qui lui est donné est conféré à une finalité précise. Cette finalité, c'était quoi? Quand on a créé ces corps constitués, les premiers en 1962, c'était pour pouvoir débusquer dans l'administration les fonctionnaires véreux et pouvoir donner une sanction par l'exemple et aussi donner un effet pédagogique pour que les autres se ressaisissent et qu'ils travaillent correctement. Oui, ce qui n'est pas le cas présentement. Ce n'est pas le cas et c'est regrettable, comme vous l'avez dit. Nous ne pouvons que le déplorer et s'indigner. Autre fait de l'actualité, il s'agit de cette proposition visant à accorder un statut spécial à la ville de Dakar. Si oui, quelle est votre réaction? Écoutez, déjà, j'ai qualifié tout à l'heure une des propositions de non-sens juridique. Ça aussi, c'est non seulement un non-sens juridique, mais surtout un non-sens démocratique. Écoutez, je pense qu'en démocratie, il y a un principe, il y a une constante. Nous devons sans cesse progresser. On n'a pas le droit de revenir en arrière. Aujourd'hui, vouloir quand même nommer un maire, ce n'est même pas respecter, ce n'est même pas respecter la constitution sénégalaise. Parce que quand même, il y a ce qu'on appelle la gouvernance participative. Quand on a fait l'acte 3 de la décentralisation, c'était pour permettre aux citoyens, parce qu'on a vu que là où vraiment il doit y avoir une démocratie directe, c'est au niveau local, au niveau de la commune. Parce que les gouvernants, au moins, ils ont une proximité et ils peuvent revendiquer, participer à la marche et tout ça. En plus, créer un statut spécial pour Dakar porterait atteinte à la Constitution qui garantit quand même une certaine égalité de traitement par rapport aux différentes collectivités locales et qui organise le rapport par rapport au pouvoir exécutif. Et voilà, donc c'est une proposition, je pense, qu'il va falloir tout de suite enterrer, sauf effectivement... Toutefois, il donne le cas de Touba comme exemple. Mais Touba n'est pas Dakar. Touba, c'est une ville spéciale. Il y a beaucoup de choses qui sont tolérées à Touba et qui ne sont pas tolérées à Dakar. Dakar, c'est notre capitale. Comment pouvez-vous quand même accepter qu'une capitale
c'est la capitale quand même, qu'on puisse nommer, dans ce cas, autant le nommer au suffrage universel. Parce que la capitale, c'est pour tout le monde. Il faut organiser en même temps l'élection du président et l'élection du maire. Mais vous ne pouvez pas venir quand même nommer le président de la République, donc élire le président de la République, et à son tour, il va nommer, ça ne repose absolument sur rien. Pour moi, c'est tout simplement, ce serait un grand recul en tout cas du point de vue démocratique, parce que tout simplement, il va prendre finalement, si vous voulez, ce sera qu'un bras armé, le maire de Dakar ne sera qu'un bras armé du palais. Et ça, c'est pas acceptable. Ou mieux, un représentant du palais. Oui, un vice-gouverneur. Ah oui. Dans les pourparlers qui rythment le dialogue politique, une amnistie pour Karim et Khalifa constitue un point d'achoppement. Selon vous, une amnistie serait-elle profitable à l'avenir politique des deux cas, Karim et Khalifa? Une amnistie serait forcément profitable à Karim Wade et à Khalifa Sall. Mais moi, aujourd'hui, ma conviction personnelle, c'est que Macky Sall ne le fera jamais. Il va toujours les faire miroiter un jour peut-être, mais il ne va jamais le faire, pour des raisons évidentes aujourd'hui. Parce que déjà, donc ça l'insécurise. Ça l'insécurise que Karim Wade revienne ici, ou que Khalifa Sall retrouve ses droits civils et politiques. Donc il va essayer de conjurer le plus loin possible. Moi, je suis convaincu de deux choses. Que Khalifa Sall ou Karim Wade, ils ont un dénominateur commun. Ils ont tous fait l'objet de détentions arbitraires. Parce qu'on a voulu instrumentaliser la justice pour effectivement les écarter de la scène politique. La juridiction, par exemple, communautaire, les a qualifiés, les a donné raison pour la même chose. Que ce soit aussi pour le groupe de travail pour Karim Wade aujourd'hui. Moi, je suis convaincu qu'il faut que les deux, qu'on essaye de se rapprocher pour créer une force nouvelle. Une force politique nouvelle. C'est-à-dire un rapprochement entre Karim et Khalifa. Un rapprochement entre socialistes et libéraux. Donc une union sociale libérale. Une union sociale libérale pour prendre le contrôle du Parlement, pour prendre le contrôle des localités, et peut-être après, effectivement, on peut régler cette question, vu que tous les deux, ils ont des jugements. On a un fondement légal pour pouvoir dire que le procès ne s'est pas bien déroulé. Il faut une amnistie. Ça permettra, au-delà de cela, de réconcilier les Sénégalais et d'essayer de cristalliser les énergies autour de l'essentiel pour reconstruire ce pays, parler aux Sénégalais et leur parler d'avenir. Mais en acceptant une amnistie, cela veut dire qu'ils vont capituler, parce que eux tous, ils disent qu'ils ont été détenus d'une manière arbitraire et que d'une manière illégale, on les a mis en détention. Mais c'est ce que je vous ai dit. Oui. Donc, pourquoi accepter une amnistie? Peut-être une révision de leur procès. Mais oui, mais il faut qu'ils prennent la responsabilité. Comme je dis, ça c'est sur le plan politique. Sur le plan juridique, les recours ne sont pas terminés, que ce soit pour Karim Wade ou pour Khalifa Sall. Chacun d'eux pouvait retourner effectivement devant la Cour de justice de la CEDEAO ou par le biais de ses avocats. Le règlement de procédure de la CEDEAO permet de reposer la question en disant que vous avez rendu cette décision, j'ai été au Sénégal, le Sénégal effectivement refuse de l'appliquer et dit que ce n'est pas obligatoire. Et la Cour va rendre une décision d'interprétation, va vous dire retournez au Sénégal, dites-leur que cette décision s'impose à eux. Ce qui va se passer, la conséquence, c'est non seulement le Sénégal sera tenu de les indemniser pour la détention arbitraire, mais il sera tenu de les indemniser pour toute la période où il a attendu, où il a fait preuve de résistance abusive d'une certaine manière. Pour le cas de Khalifa, la Cour avait fixé une somme de 35 millions de dédommagements. Ben, le Sénégal ne l'a pas payé. Ne l'a pas respecté, mais surtout il faut effectivement que le Sénégal puisse quand même, comme je dis, c'est une question de principe. Ça, je dis à la limite que ça dépasse Khalifa Sall et Karim Wade, ça doit être le combat de tous les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, finalement, ce que ça nous montre, c'est que chacun des citoyens sénégalais est un prisonnier en sursis. Demain, vous pouvez vous retrouver happé par la machine judiciaire. Et il est du devoir de tous les citoyens, de chacun de nous, de veiller sur l'autre. Et en veillant sur chacun,
on veille sur la cité d'une certaine manière. C'est pour ça que je dis les ONG de défense des droits de l'homme, parce que le droit international prévoit qu'il y a une possibilité de ce qu'on appelle une action populiste, c'est-à-dire chaque organisation ou personne qui a la possibilité peut aller dire que moi je ne regarderai pas le Sénégal, faire croire aux gens qu'il n'est pas tenu de respecter. D'autant plus que le Conseil constitutionnel sénégalais, effectivement, l'a rappelé à plusieurs fois la supranationalité des décisions communautaires. Oui, justement, entre Wade et Macky, ça sent le roussi. Êtes-vous d'avis que le cas Karim n'est juste que la partie visible de l'iceberg? Écoutez, moi personnellement, à part le cas Karim, je ne connais pas un autre contentieux entre les hommes. Peut-être un sentiment d'avoir été trahi, mais ça c'est entre les deux. D'accord? Je pense que quand même, quelle que soit la situation, Wade éprouvera toujours, jusqu'à la fin de ses jours, un sentiment d'avoir été trahi par quelqu'un qui a contribué à l'ascension, dont il a contribué à l'ascension, dont il a contribué à faire quelqu'un, en tout cas sur la scène politique. Mais à part le cas Karim, j'en connais pas. Maintenant, effectivement, c'est normal. Il y a eu le fameux rapprochement, qui a été beaucoup relayé à travers la presse. Mais comme je vous ai dit, moi, personnellement, ma conviction, c'est que Macky Sall, déjà, dès le début, quand il est sorti de prison, pour chacun d'eux avait la possibilité de faire voter une loi d'amnistie, mais il a choisi quand même de les maintenir dans une position intermédiaire, les sortir, sans les sortir, parce que vous sortez, mais sans vos droits. Ce qui veut dire finalement, c'est une demi-libération. Oui. Maître Abdoulaye Tine, candidat recalé au parrainage lors de la présidentielle de 2019, trouvez-vous compréhensible la posture des 4 candidats malheureux qui n'ont pas fait de recours après la publication des résultats? Écoutez, moi, j'étais dans la coalition. Finalement, effectivement, je me suis en tout cas plié à leur position, mais personnellement, à leur place, moi j'aurais fait un recours. Parce qu'en ne faisant pas de recours, vous avez définitivement clos le débat. Et surtout, même sur le plan international, partout où vous irez, on va vous demander est-ce que vous avez fait un recours? Qu'est-ce que les juridictions ont dit? Pour moi, c'était une erreur. C'était une erreur. Bon, ceci étant, peut-être ils ont de bonnes raisons que j'ignore moi personnellement d'avoir pas fait. Mais quoi qu'il en soit, nous, l'Union sociale libérale, on avait introduit un recours devant la Cour communautaire, qui est la Cour de justice de la CEDEAO. Donc vous serez 2 à le faire parce qu'Ansoumana Dione devra faire face à l'État du Sénégal au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, car il voudrait l'annulation de la présidentielle de 2019. Après cette audience, êtes-vous optimiste pour qu'on puisse annuler une présidentielle? Oui, nous on n'est pas dans la même démarche parce que moi quand même, voilà, je n'ai pas lu le contenu, ni le recours, qu'est-ce qu'il demande et tout ça. Moi je peux parler de notre recours que j'ai fait depuis, voilà, donc avant même que les parrainages, en tout cas le processus ne soit clos, et d'après en tout cas mon expérience et mon expertise par rapport à cette cour, parce que c'est pas la première fois que je suis devant cette juridiction, la dernière décision qu'on a eue, on a fait condamner bien sûr la Guinée-Bissau pour atteinte au droit à la vie, pour avoir laissé assassiner Nino Vieira, l'ancien président. Donc je sais effectivement comment fonctionne cette cour et qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Nous, le sens de notre démarche, c'était effectivement d'amener cette loi sur le parrainage devant la Cour de justice de la CEDEAO pour faire constater à cette dernière l'illégalité en disant que voilà une loi qui viole à tout point de vue les principes élémentaires qui sont posés sur le pacte sur les droits civils et politiques, mais également les principes du droit tout simplement. Je vous donne l'exemple le plus simple, le plus compréhensible, même pour quelqu'un qui n'a pas fait du droit, c'est le principe de sécurité juridique des situations. Il n'y a pas de prévisibilité. Les solutions doivent être prévisibles en droit. On ne peut pas. Et quand effectivement Macky Sall a décidé de voter cette loi sur le parrainage, moi j'ai toujours dit qu'ils ne pourront jamais l'appliquer. On m'a dit, avec les nouvelles technologies, vous allez voir, on va l'appliquer. J'ai dit, mais vous nous demandez de chercher des signatures. Et ils ont dit oui. Mais on est dans un pays où il y a plus de 50% d'analphabètes, plus de 70% de Sénégalais qui n'ont pas une signature stable. Et demain, effectivement, vous leur demandez de signer. Et même entre eux, il y en a
qui, sur leur pièce d'identité, c'est marqué « ne s'est pas signé ». Alors, comment pouvez-vous contrôler une signature qui n'existe pas? Donc, jusqu'à ce matin, le Conseil constitutionnel n'a pas su dire avec exactitude comment ils ont contrôlé les signatures. C'est tellement évident que les associations de la société civile, ils sont sortis, ils ont fait une conférence de presse pour dire effectivement qu'il y avait des manquements et qu'il fallait les changer, mais ils n'ont pas été les seuls. Il y a eu aussi la délégation de l'Union européenne qui a fait le même constat, et au nom de tous ces éléments, nous n'avons aucun doute que la Cour va constater l'illégalité. Une fois que cette illégalité est constatée, nous maintenant, à nous de revenir au Sénégal et de régler notre problème. Et là, quoi faisant? Alors, aujourd'hui, en retournant au niveau du Conseil constitutionnel, là où l'on était parti pour déposer nos dossiers, pour lui dire qu'il y a quelque chose, il y a un fait nouveau qui s'est passé, il y a une décision qui est vraiment au-dessus de vous, de tous les organes sénégalais, qui dit que cette loi-là, qui a permis d'élire Macky Sall, elle n'est pas conforme au droit. Et il faut en tirer toutes les conséquences de droit. La première conséquence sera effectivement, il va falloir réouvrir le dossier de prestation de serment de Macky Sall, parce que vous lui avez donné les pleins pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la nation, mais il y a une illégalité, on ne va pas le laisser continuer à poser des actes qui sont nuls, et nul est fait, et donc il va falloir arrêter ça. Donc il va falloir que le Conseil constitutionnel se détermine. Moi, ce que je sais du Conseil constitutionnel et de la Constitution sénégalaise, il y a l'article 79 de la Constitution qui dit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à la loi. Et le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans plusieurs de ses décisions, même la décision de 93, quand il a fallu ratifier le traité de l'OHADA qui instituait l'harmonisation des droits des affaires, le Conseil constitutionnel avait dit que ça impliquait un abandon de souveraineté, y compris judiciaire, et qu'il fallait réviser des choses. Donc, sur ce plan, j'ai aucun doute. Maintenant, si d'aventure, effectivement, et si vous êtes débouté par la... Mais si on est débouté, on retournera voir la Cour pour lui dire que le Sénégal n'a pas tiré les conséquences de droit. Je vous rappelle que le Sénégal est intervenu en Guinée et en Gambie pour déloger Yaya Jammeh au nom de la légalité promulguée par la CEDEAO. Donc, comme je vous ai dit, on ira jusqu'au bout. Et si, aussi, vous m'avez dit si on est débouté, mais si on nous donne raison, la conséquence, c'est qu'effectivement, il y aura une vacance du pouvoir qui va être constatée. Oui, mais au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, vous êtes si rassurant que cela, hein? Mais je vous donne ma position. Je vous donne ma position. Pensez que vous les allez autres en face. de cause non, là-bas? non, mais comme je vous dis, nous on est légaliste. Donc si la Cour donne raison à Macky Sall, on le laissera tranquillement finir son mandat. Par contre, si Macky Sall perd devant la Cour, il va falloir qu'il entende raison. Ça, c'est aussi simple que ça, c'est les règles du jeu. C'est comme quand le Conseil constitutionnel l'a investi, alors qu'on n'était pas encore convoqué, on continue jusqu'à ce jour à le considérer en tout cas comme président de la République du Sénégal. Mais comme je vous ai dit, maintenant, dans ce cas, il va falloir organiser des élections anticipées. Et la particularité, c'est que Macky ne pourra pas participer à ces élections. Pourquoi? Parce qu'il aura déjà fait 7 ans. Et il aura fait peut-être 10 mois ou 12 mois, et la Constitution dit que nul ne peut avoir faire plus de 2 mandats successifs. Mais à moins d'1 an, il ne peut pas terminer un mandat, parce que le mandat il est de 5 ans. Mais la loi ne distingue pas la durée du mandat. C'est une précision. Nul ne peut faire plus de 2 mandats, point. Et en droit, on ne distingue pas, là où la loi ne distingue pas. C'est la règle de base qu'on apprend aux étudiants qui arrivent pour le droit civil en première année. Oui, est-ce que vous avez consulté d'autres leaders dans l'opposition pour qu'ils vous soutiennent? Ah oui, oui. Mais moi, j'étais en contact quand même avec les leaders déjà au moment où j'ai élaboré le recours sur le parrainage. Et quand vous allez lire peut-être la requête qu'on a introduite, vous verrez que c'est au nom de l'Union sociale libérale, mais soutenu en cela par 40 partis politiques et associations de la société civile, et beaucoup qui ont été rejetés aussi m'ont transmis, parmi les 27, les motivations et les dossiers pour qu'on puisse alimenter le fond de dossier. Donc on a élaboré une stratégie d'ensemble, mais il fallait qu'un parti puisse l'endosser parce qu'on n'allait pas être 40 à donner nos récépissés, nos papiers et tout ça. Donc voilà, c'était une manière de résumer et d'unifier le combat
pour savoir que l'essentiel, c'est que la loi sur le parrainage soit anéantie. Oui, vous êtes légaliste, mais sachez que le président Macky n'a jamais abdiqué face aux décisions de cette Cour de la justice CEDEAO depuis son accession à la souveraineté. Oui, mais comme je vous ai dit encore une fois, là, ce qui change, c'est qu'on ne va pas aller à l'avenue donc de la République, à l'avenue donc Rome pour dire au président, est-ce que vous allez nous respecter cette décision ou pas? La décision interdit par l'arrêté Ousmane Ngom. Non, nous ne dirons même pas. Parce qu'il n'est pas concerné, Macky Sall. Macky Sall est parti dans ce procès. Il ne peut pas être parti et juge. Nous, comme je vous ai dit, en matière électorale, surtout pour l'élection présidentielle, on avait un interlocuteur où tout le monde, tous les 27, y compris Macky Sall, il fallait y aller pour déposer son dossier. D'accord? On va aller voir cet organe. Et comme je vous ai dit, cet organe, les membres du Conseil constitutionnel, ce n'est pas des ingénieurs, c'est des juristes. Et parmi eux, il y a d'excellents juristes internationalistes qui connaissent parfaitement le droit public et qui ont même contribué à ma formation et qui me l'ont enseigné. Donc, je n'ai pas de doute que le débat même sur la supranationalité va se poser. Par contre, effectivement, ce n'est pas Macky Sall qui est en cause. Donc en face de nous, ce sera le Conseil constitutionnel qui sera notre interlocuteur. Et je vois mal les juges du Conseil constitutionnel nous dire effectivement non, les décisions communautaires ne s'imposent pas, parce que dans ce cas, quand même, il n'y a plus lieu d'espérer quoi que ce soit du Conseil. Avez-vous vu une fois ces 5 sages, ou bien ces 7 sages du Conseil constitutionnel légiférer en faveur d'un recours déposé par un adversaire politique du régime en place? Écoutez, en tout cas, avant ce recours devant la Cour de justice de la CEDEAO, il y a un recours qui avait été fait ici. Le Conseil constitutionnel, vous l'avez vu, ces dernières années, nous a habitués à dire que le Conseil était incompétent. Sauf que là, quand même, non seulement on va lui amener un dossier, non seulement il est compétent, mais il aura même une compétence liée, c'est-à-dire qu'il va devoir quand même se prononcer, parce qu'il y a une décision qui est au-dessus et qui vient, il faut qu'il nous édifie, parce qu'il a un rôle de régulation. Parce que là, on ne sera plus d'accord avec le président qui est en face. Nous estimons qu'il n'est pas dûment élu. Et on va lui donner un jugement. Ce n'est pas des paroles, un jugement écrit par des magistrats. Donc, pour leur dire, écoutez, qu'est-ce qu'on fait de ça? Oui, en attendant, après Joal, Guet Ndar a montré une autre facette des zones de pêche. Avec du recul, quel message envoie ces foules en furie? Écoutez, ce message, je n'ai pas l'impression que Macky Sall ait compris. Ou il comprend, mais il regarde ailleurs. C'est-à-dire, il ne veut pas regarder la réalité en face. Pourtant, il sera obligé, tôt ou tard, donc d'ouvrir les yeux s'il ne veut pas avoir de surprise. Ça traduit non seulement la déception, le mécontentement, mais la dégradation aussi des conditions de vie de toutes ces couches de population. Aujourd'hui, quand vous voyez ces expressions, ces accès de colère, ça ne fait que exprimer un désespoir, un malaise. Et je pense effectivement que à sa place, Macky Sall, je n'enverrai même pas un ministre. J'irai sur place, sur le terrain, écouter ces personnes, parce que ces personnes aussi, c'est des Sénégalais. Et peut-être certains ont voté pour lui. Il ne faut pas les ignorer. Boko Haram vous intéresse. À coup sûr, ce secte a-t-il de beaux jours devant lui? Écoutez, j'ose espérer que non. Mais quand même, la particularité du terrorisme, c'est sa capacité d'adaptation. Vous savez, le terroriste a toujours une longueur d'avance sur la société. Souvent, les terroristes, chaque fois qu'ils font des attentats, ils cherchent un effet d'annonce d'une certaine manière. Et souvent, ils utilisent toujours quelque chose d'inédit, de caractère inédit d'une certaine manière. Aussi bien que ça puisse être d'organiser la coopération antiterroriste, aujourd'hui, on a vu quand même que même dans le Sahel, avec cette immense implication de la France, on n'arrive pas effectivement à avoir les comment on appelle encore, résultats escomptés. Parce que tout simplement, on est dans le cadre de ce qu'on appelle une guerre asymétrique. On n'est pas dans une guerre où
vous avez une armée A en face d'une armée B, vous avez une guerre où l'ennemi, l'adversaire, il n'est nulle part et il est partout. Ce qui veut dire que la menace est très difficile à contenir. J'ose espérer en tout cas que l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, pourront trouver en eux, dans la société, les ressources et les ressorts nécessaires pour juguler, contenir cette menace. Et le G5 du Sahel pourra-t-il faire face? Écoutez, le G5 du Sahel, c'est une toute autre problématique. Et comme je vous ai dit, et déjà le G5, à mon avis, est mal parti. Pour la bonne simple raison que déjà, face à une menace globale, il faut une réaction globale. Il ne fallait pas faire un G5 parce que les États de l'Afrique de l'Ouest, il y a plus de 5. Donc la menace n'a pas de frontières. Il fallait effectivement essayer d'élargir le maximum possible pour organiser une riposte collective, tous pour un et un pour tous. Et je ne pense pas qu'en fragmentant la lutte, ça permet effectivement, parce que c'est comme ça qu'opèrent les terroristes. Si vous créez un G5, ils vont aller faire un G9 dans les pays où il n'y a pas le G5. Donc il y a une porosité de nos frontières en Afrique. Les États n'ont pas les moyens de contrôler. Ce qui se pose aussi en Afrique et qui rend difficile la lutte antiterroriste, c'est que même si on est dans la même aire géographique, la plupart, vous allez avoir des pays anglophones, des pays francophones, qui ont des formations différentes, qui parlent une langue différente, qui ont des schémas de pensée différents. Donc finalement, ça complique la coopération, parce que pour lutter efficacement contre le terrorisme, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est le renseignement. Il faut qu'on ait des services qui sont capables de recueillir le renseignement, de l'analyser rapidement et de remonter au niveau de la portion centrale pour que ça puisse sortir avec des décisions immédiates, concrètes et opérationnelles. Oui. Finalement, Maître Abdoulaye Tine, Alkali Cissé a rendu l'âme. Pouvez-vous revenir un peu sur les conditions de sa disparition? Écoutez, bon, malheureusement, je ne peux pas revenir, on va dire, en détail, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, oui, vous pouvez déjà voir que 3 ans avant, je n'ai eu de cesse d'alerter le gouvernement sénégalais sur la dégradation de la situation sanitaire de Alkali Cissé, notamment son état de santé. Moi, je pense que le Sénégal a péché. Il a péché dans la gestion de ce dossier. Parce qu'on était arrivé à un point où, si le Sénégal s'était impliqué financièrement, les jours qui suivent, Alkali aurait pu être là, parmi nous. Pourquoi financièrement? Parce que tout simplement, il fallait finaliser avec un accord financier. Il avait déjà terminé, il était libérable, Alkali Cissé, il avait fini de purger sa peine. Ce qui le maintenait là-bas, en Arabie Saoudite, c'est un système particulier. Si vous avez fini vos 50 prisons et que vous n'avez pas payé les dommages et intérêts, et il va falloir effectivement payer pour qu'on puisse vous libérer. Une sorte de contrainte par corps, mais qui ne te laisse même pas sortir. Donc voilà, on ne vous reprend pas de la prison pour vous mettre, mais là, il faut impérativement payer. Ce qui veut dire qu'effectivement, dans cette situation, vu la longueur de sa détention, il n'y avait que l'État sénégalais qui pouvait tirer d'affaire. Et l'État du Sénégal aussi ne s'est jamais véritablement affirmé face à l'Arabie Saoudite, parce que quand même, l'État a fait une preuve. À combien s'élevait la somme à payer? À peu près l'équivalent de 3 milliards. C'est ce que demandait. Et voilà. Donc, mais c'est de l'argent. C'est de l'argent, mais une vie n'a pas de prix. C'est un citoyen. Pourquoi l'État du Sénégal? Je ne dis pas que l'État du Sénégal doit payer pour toutes les personnes qui sont condamnées, sauf qu'ici, on avait quand même une décision de la Cour d'appel de Dakar qui disait qu'Alkali Cissé n'a rien fait et qu'il avait relaxé pour les faits. Donc, sur la base de cette décision, il était couvert. Parce qu'on ne peut pas vous juger 2 fois pour les mêmes faits. Comment ça se passe? Le Sénégal n'a pas voulu aller sur le terrain de l'affrontement judiciaire avec l'Arabie Saoudite. Il a voulu faire prévaloir ses relations diplomatiques. Mais le cas se pose très souvent entre les États-Unis et le Mexique. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des citoyens
on lui reproche tout et tout ça. Mais quand on arrête votre citoyen, vous avez un droit de regard. Parce qu'à travers le traitement qui lui est réservé, c'est l'État même qui se sent concerné. Parce que le citoyen a ses droits à travers l'État dont il a le passeport, d'une certaine manière. Donc il y avait un intérêt. Donc, et Alkali Cissé ne devait jamais être inquiété. Il a été arrêté. L'État du Sénégal n'a pas pu ou n'a pas su. Donc il était normal qu'après toutes les facilitations, tout l'investissement qu'on ait fait, qu'il se rapproche. D'accord? Quand je vous dis ça, c'est le montant. Mais la partie était ouverte à toute proposition. D'accord? On pouvait trouver quelque chose de raisonnable. Parce qu'ils l'ont toujours dit, il est malade, il est vieux. Nous, on n'a aucun intérêt à ce qu'il meure ici. Le Sénégal n'a pas joué le jeu, malheureusement. Malheureusement, Maître Abdoulaye Tine, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et leader du parti Union Sociale Libérale. On s'en tenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Merci beaucoup pour l'invitation et c'était un plaisir aussi de vous retrouver sur ce plateau pour parler des questions d'intérêt national. Et on vous remercie de l'opportunité que vous nous donnez de s'adresser directement aux Sénégalais. C'est nous qui vous remercions. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Merci à toute la réalisation, Momodou Fall, Oustaz Hassan Diouf et Ousseynou Sall. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.